Donc on va à présent attaquer un nouveau chapitre, c'est le dernier chapitre de l'année. Donc c'est un chapitre sur le calcul différentiel. Donc le but de ce chapitre, c'est d'étudier la dérivabilité, entre guillemets, de fonctions qui vont aller de Rp dans Rn. Donc là on parle d'espace vectoriel, donc c'est l'espace vectoriel de dimension finie, qu'on va supposer normé, et on va regarder ce qui se passe. Alors déjà, je vous rappelle que, comme on avait vu dans un chapitre précédent, quand on prend une fonction qui va de Rn dans Rp, donc de Rn dans Rp, si on prend une base, de Rp dans Rn d'ailleurs, dans le cours, si on prend une base E1, En de Rn, alors ma fonction, elle va pouvoir s'écrire sous la forme, mon f de x va s'écrire sous la forme de la somme des fi de x, ei, en décomposant f dans les coordonnées. Donc cette décomposition nous permet de nous ramener l'étude de la fonction f à l'étude de chacune des fonctions coordonnées, donc chacune des fonctions qui va de Rn dans R, et qui à x associe fi de x. Ce qui va nous permettre dans notre chapitre de n'étudier non pas les fonctions qui vont de Rn dans Rp, mais que des fonctions qui vont de Rp dans R. Donc ça simplifiera un petit peu l'étude, parce que du coup on n'aura qu'une seule coordonnée à l'arrivée. Et en plus, au niveau des calculs, c'est relativement pénible si on se place dans Rp en général. Donc en filière PC, on se contente de se placer dans le cas P égale 2 ou P égale 3, ce qui simplifiera quand même grandement les choses. Alors, quelques rappels quand même sur ces fonctions-là. Donc on avait vu dans le chapitre précédent sur l'espace vectoriel normé ce que voulait dire la continuité pour une fonction de Rn dans Rp. Donc on va juste le rappeler ici en deux mots. Quand j'ai une fonction qui va de Rn dans Rp, donc une fonction qui va de Rn dans Rp, on dit qu'elle est continue en A, si et seulement si, bien sûr, la limite quand x tend vers A de f de x égale f de A. Ce qui veut dire que, quel que soit epsilon strictement positif, il existe un état strictement positif, tel que, quel que soit x appartenant à la boule de centre A et de rayon état, inter le domaine de définition de f, on a f de x moins f de A qui est plus petit que epsilon. Donc on a cette définition-là. Alors ici, bien sûr, quand on parle de la boule, c'est la boule dans l'ensemble de départ, donc avec la norme de l'ensemble de départ. Et la norme qui apparaît là, c'est la norme de l'ensemble d'arrivée. Donc nous, comme on se place pour des fonctions qui vont de Rp dans R, la norme à l'ensemble d'arrivée, c'est la valeur absolue qu'on va prendre. Notre Rp, on va le munir d'une norme quelconque. Et notre définition devient que quel que soit epsilon strictement positif, il existe état strictement positif, tel que quel que soit x appartenant à df inter la boule de centre A et de rayon état, f de x moins f de A est plus petit que epsilon. Donc voilà une définition pour la continuité. Je vous rappelle qu'on avait vu toujours dans le chapitre sur les espaces vectoriels normés que cette continuité était indépendante de la norme choisie sur Rp. Et donc on choisira en général la norme qui nous avantage le plus. Donc ensuite, pour parler maintenant de dérivation de ces fonctions-là, donc on va définir d'abord la notion de dérivée partielle d'ordre 1. Donc cette notion de dérivée partielle d'ordre 1 consiste à regarder suivant un axe. Donc on va se placer en un point A, pareil, de l'ensemble de définition de f.
et on va regarder ce qui se passe autour de ce point A, mais pas dans toutes les directions. Je vous rappelle qu'un des problèmes qu'on a quand on est en dimension 2, par exemple, ou dimension 3, mais là on va tout passer en dimension 2, c'est qu'on peut avoir... alors, 2 secondes, ça charge. Je crois. On peut s'approcher, alors on est dans R2, on prend un point A quelconque, mais on peut s'approcher de A de plein de manières différentes. Donc la notion de dérivée partielle, donc nous on utilise la base canonique, donc les vecteurs OIJ, et on va regarder les dérivées seulement suivant certaines directions, donc la direction horizontale et la direction verticale. Donc on va regarder en fait ce qui se passe quand on se rapproche du point A en ajoutant un petit quelque chose selon une composante. Donc là, le EI en dimension 2, ça va être soit j'ajoute quelque chose sur les abscisses, soit quelque chose sur les ordonnées. Et vous remarquez que cette quantité-là ressemble beaucoup à ce qu'on avait fait dans le cas des fonctions réelles, c'est-à-dire les taux d'accroissement. Donc si on regarde un petit peu ce que ça donne, reprenons là, décidément. Si on regarde ce que ça donne, en fait, plaçons-nous au point 1, 2. Et regardons la dérivée selon le vecteur i. Donc, ce qu'on va calculer, en fait, c'est f de 1, 2 plus t fois le vecteur 1, 0, moins f de 1, 2 sur t, c'est-à-dire, en fait, f de 1 plus t 2 moins f de 1, 2 sur t. Et on va regarder les limites de cette quantité-là quand t tend vers 0. Donc ce qu'on est en train de faire ici, c'est plus ou moins une dérivée en considérant que la deuxième variable est fixe, regardez, elle ne bouge pas, et on fait une dérivée par rapport à la première variable. C'est d'ailleurs ce que vous avez déjà rencontré plusieurs fois en physique. Donc cette notion-là, quand cette quantité-là a une limite finie, on dit que la fonction f admet une dérivée partielle d'ordre 1 par rapport, alors là dans mon exemple sur la tablette c'était par rapport à la première variable, mais plus généralement par rapport à la jm variable, et on note d rond j f de a, ou d rond f sur d rond xj de a. Alors après en pratique, quand on se place dans R2, souvent ce qu'on va noter c'est pas d rond f sur d rond xj, mais on va plutôt avoir une notation de ce genre-là, d rond f sur d rond x pour une dérivée par rapport à la variable x, ou d rond f sur d rond y pour une dérivée par rapport à la deuxième variable. Alors attention quand même avec ces notations qui sont des fois un petit peu trompeuses. Il est vrai que la notation d rond 1 est des fois plus parlante, parce que la première variable, on l'a appelée x, mais par commodité. La variable x étant une variable complètement muette, on aurait pu la remplacer par un t, par un u, par tout ce qu'on voulait. Donc cette notation-là est peut-être à préférer. Cependant, c'est pas forcément la plus courante non plus. Donc ensuite, une fois qu'on a défini toutes ces dérivées, en fait, il faut bien être conscient que la fonction qu'on va obtenir, d rond f sur d rond xj, imaginons que ma fonction soit dérivable en tout point de u, j'obtiens une nouvelle fonction définie sur u et à valeur dans R. Donc vous voyez que la fonction dérivée est à nouveau une fonction de RP dans R et qu'on pourra éventuellement plus tard redériver si on veut. Alors après, on dit qu'une fonction est de classe C1 quand toutes ses dérivées partielles d'ordre 1 existent et sont continues sur U. Donc la notion de continuité dont on parle ici, c'est la fonction de continuité qu'on avait vue dans le chapitre sur l'espace vectoriel normé. Donc il va falloir vérifier que la limite de d rond f sur d rond xj de x est égale à d rond f sur d rond xj de a quand x tend vers a. Donc ça, une fonction de classe C1 quand c'est vrai de partout. Alors rassurez-vous, on va avoir des méthodes efficaces pour obtenir des fonctions de classe C1. Encore une fois, avec des fonctions usuelles, tout ira très bien, tout le monde sera de classe C1. Donc ensuite, le gradient d'une fonction de classe C1, donc là c'est juste une définition. Ce qu'on appelle le gradient et ce qu'on note nabla, donc cette lettre grecque s'appelle nabla, nabla f. C'est une fonction qui va de U dans RP et qui a A associe le vecteur contenant chacune des dérivées, la dérivée de f par rapport à chacune des variables. Donc c'est une fonction qui va de U dans RP. Enfin, la notion de différentiel. La différentielle de f en A, c'est une application linéaire
qui va de RP dans R, et qui a tout vecteur H égale H1 HP de RP, associe cette quantité-là. Et si on regarde bien cette quantité-là, qui s'écrit comme une somme de produits, ce n'est autre que le produit scalaire usuel de nabla f de A par H. Donc en fait, cette application-là, elle est linéaire. Pourquoi? Par linéarité à droite du produit scalaire. Parce que vous remarquez que le nabla f ici de A est constant. Et donc c'est le H qui va varier. Et donc tout va bien. Alors après, comme c'est un produit scalaire, il arrive assez souvent dans la littérature qu'on ne note pas ça sous la forme d'une application linéaire comme ceci, mais plutôt qu'on le note comme ça, parce que finalement, notre dfa de h n'est autre que le produit scalaire de nabla f de a par h, et donc on le met avec un petit point, symbole du produit scalaire. Pour les développements limités d'ordre 1, donc comme pour une fonction d'une seule variable, on va dire qu'une fonction admet un développement limité d'ordre de 1 si on a une écriture de ce genre-là. Pour une fonction de classe C1, si on prend A1 à P un point de U, alors il existe une fonction epsilon de U dans R, vérifiant la limite de epsilon de x égale 0. Donc attention, epsilon c'est une fonction définie sur RP, donc à plusieurs variables. Cette limite-là doit être nulle. Et on va avoir cette écriture-là, f de x égale f de a, donc la valeur en a, plus cette quantité, mais si vous regardez bien cette quantité, elle est tout à fait semblable à celle-ci, avec mes hi qui sont les xi moins ai. Et après, on a ici la norme de x moins a fois epsilon de x. Donc, a priori, vous ne serez pas amené à en faire grand chose de ce truc-là, mis à part des preuves dans le cours. Voilà. Bon, la démonstration d'ailleurs n'est pas exigible, et vous remarquerez que grâce à ce théorème-là, quand on a une fonction de classe C1, on obtient naturellement qu'elle est continue, parce que regardez l'écriture que nous avons, bon, ici au-dessus c'est les mêmes. Je cherche la limite quand x tend vers A. Donc ça, c'est une constante, donc ça vaut f de A. df de A, c'est une fonction linéaire. On est en dimension finie, donc elle est continue. Comme x moins A tend vers 0, eh ben, ça tend vers df de A de 0, et comme c'est linéaire, ça fait 0. Enfin, cette quantité-là, ce truc-là tend vers 0 quand x tend vers A. Ce truc-là tend vers 0 quand x tend vers A. Donc, le produit des deux va tendre vers 0. Et finalement, on aura bien la limite de f de x qui est égale à f de A. Ensuite, donc là, ce qui va nous intéresser particulièrement pour les calculs, on voit dans cette proposition-là que tout ce qu'on avait pu écrire pour des fonctions habituelles, par exemple la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, la dérivée d'une constante fois une fonction, c'est constante fois la dérivée de la fonction, etc. La dérivée d'un produit, c'est u'v plus uv'. Toutes ces propriétés-là restent valables dans le cas de fonctions de RP dans R, si on dérive bien toujours par rapport à une variable. Donc vous remarquez que là, je dérive toujours par rapport à xj de partout. Donc quand on dérive par rapport à une variable, la dérivée d'un produit, c'est u'v plus uv', etc. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Tout va très bien. Y compris quand on compose par une fonction de classe C1 de R dans R, quand je vais avoir phi rond f qui sera aussi de classe C1, et la dérivée de phi rond f, comme d'habitude, ça va être phi prime rond f fois f prime entre guillemets, donc là, ce sera d rond f sur d rond xj. Donc vous voyez, tous les f primes qu'on avait dans les formules habituelles, ils vont être remplacés par un d rond f sur d rond xj, et on aura toutes ces propriétés-là qui restent finalement valables. Je vous conseille de mettre à côté toutes les formules que vous aviez pour la dérivée usuelle, pour les fonctions de R dans R, et vous allez les reconnaître, juste en remplaçant, j'insiste, le prime par le d rond sur d rond xj. Donc comment est-ce qu'on démontre ces trucs-là? Tout simplement, on passe à la définition d'une dérivée par rapport à une variable, par rapport à ej, et on s'intéresse du coup à cette fonction-là, et tout va très bien. Par exemple, si je regarde f plus g, donc je calcule f plus g de a plus tej, et on va avoir que f plus g de a plus tej, c'est f de a plus tej plus g de a plus tej. Et donc du coup, quand on va calculer le taux d'accroissement, naturellement, on va se ramener au taux d'accroissement de f plus le taux d'accroissement de g. Et derrière, quand on va faire la limite quand t tend vers a, on va retomber sur f' de a, enfin f', d rond f sur d rond xj de a, plus d rond f sur d rond g sur d rond xj de a. Donc là, je l'ai fait juste pour la somme, mais bien sûr, c'est valable pour toutes les autres opérations possibles.
Alors avec ces trucs-là, donc on va pouvoir construire des fonctions de classe C1. Comment? Eh ben, quelques fonctions de base qui sont de classe C1, les fonctions coordonnées. Donc quand on projette sur une des variables, c'est de classe C1. Les fonctions polynomiales de P variables sont de classe C1. Le quotient de fonctions polynomiales dont le dénominateur ne s'annule pas est encore de classe C1. Et après, on va pouvoir composer. Donc par exemple, si on s'intéresse à la fonction, cette fonction-là, f de R2 dans R, qui a xy associe, j'en sais rien moi, sinus de x2y moins cos de x plus y sur x2 plus y2 fois exponentielle de xy, une jolie fonction. Est-ce que cette fonction-là va être de classe C1 sur R? Ben, on va regarder chacun des morceaux. La fonction qui a xy associe cette quantité-là, elle est polynomiale en xy, donc elle est de classe C1, et je la compose par la fonction sinus, qui est de classe C1 sur R. Donc ce bloc-là, ici, est de classe C1. Pareil pour x plus y, c'est polynomial en xy. Je le compose par la fonction cosinus, c'est classe C1. Et finalement, au numérateur, j'ai fait une somme de fonctions de classe C1, enfin une différence, mais ça revient au même. Donc j'obtiens une fonction de classe C1. Au dénominateur, j'ai x2 plus y2. Alors x2 plus y2, c'est une fonction polynomiale, donc c'est classe C1. Et ensuite, j'ai exponentielle xy, donc pareil, xy c'est polynomial en xy. Je compose par la fonction exponentielle qui est de classe C1. Donc ça va être de classe C1. Donc tout ça, c'est classe C1. Et finalement, ma fonction, j'ai fait un quotient de fonction de classe C1, donc ça va être de classe C1. Ah non, il y a un truc qui ne va pas. On avait dit dans le cours qu'il fallait, pour les quotients, que le dénominateur ne s'annule pas. Et ce dénominateur s'annule, alors c'est pas l'exponentielle, mais c'est plutôt cette partie-là, qui s'annule pour x égale y égale 0. Donc ce qu'on va faire, c'est que cette fonction-là, on va dire qu'elle est, de toute façon, elle n'était pas définie en 0, 0. On va la définir sur R2 privé de 0, 0. Et faites attention, R2 privé de 0, 0, vous ne pouvez pas l'écrire comme ça, mais vous devez l'écrire comme ça, R2 privé de 0, 0. Cette notation-là n'est pas acceptée. Donc ma fonction, elle va être définie sur R2 privé de 0, 0, et de classe C1 sur cet intervalle-là, comme quotient de fonction de classe C1, dont le dénominateur ne s'annule pas. Donc voilà pour ça, donc je ferai une autre vidéo pour la suite, parce que je pense qu'après c'est relativement long. Je vous conseille de prendre vos exos, et de commencer de regarder les premiers exos, dont notamment l'exo 5 et l'exo 6 qui vont permettre, ou l'exo 7 plutôt, qui vont permettre de rencontrer déjà quelques premiers points intéressants. Donc l'exo 5, l'exo 7 et éventuellement l'exo 8 qui sont des exos qui vont être pratiques pour commencer.